et bienvenue dans Voices from the Field ou Voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste, scientifique sociale, chercheuse en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 10e et dernier épisode de cette première saison. Ouah! C'est un moment particulier, un moment de pause, un moment où nous regardons en arrière pour mesurer le chemin parcouru et où nous regardons en avant pour imaginer ce qui reste à construire. Pendant 9 épisodes, nous avons partagé des histoires vraies, des histoires difficiles, des histoires qui révèlent les failles profondes de notre système de santé, mais aussi la résilience extraordinaire de ceux qui y survivent et de ceux qui y soignent. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de revenir sur ces histoires, de les relier entre elles et de montrer comment elles forment ensemble un tableau cohérent de ce qu'est la santé rurale au Congo et surtout de vous dire pourquoi nous devons continuer à en parler, à les porter et à exiger le changement même après ce podcast. Reprenons donc depuis le début. Dans l'épisode 1, je vous ai raconté ma nuit dans ce petit village sur l'axe fluvial sud de Bétou. Une nuit où j'ai dû me laver dans le noir, dormir sur un sol dur, vivre sans eau potable ni toilette digne. Une nuit qui m'a rappelé que distribuer des médicaments sans adresser les déterminants sociaux de la santé, c'est comme poser un pansement sur une hémorragie. Cette nuit, je l'ai vécue une seule fois, mais les habitants de ce village la vivent chaque jour. Et tant que les conditions de vie resteront aussi dégradées, la santé restera un privilège inaccessible. Dans l'épisode 2, nous avons rencontré Reine, cette femme courageuse qui a marché pendant des heures seule en travail, saignant sur la route pour atteindre un centre de santé. Elle est arrivée trop tard. Elle est morte en accouchant. Reine n'est pas morte de maladie, mais elle est morte de distance. Elle est morte de solitude. Elle est morte parce que dans le Congo rural, accoucher revient parfois à jouer à pile ou à face avec la mort. Dans l'épisode 3, nous avons présenté Yann et Clarisse, deux enfants drépanocytaires, l'un à Lukolela et l'autre à Bwemba. Tous les deux portant une maladie que nous savons gérer, mais qui devient une condamnation en zone rurale. Pas de laboratoire, pas de banque de sang, pas de transfusion disponible, pas de suivi. Ces enfants auraient pu vivre longtemps, mais le système les a oubliés avant même qu'ils ne sachent prononcer le mot drépanocytose. Dans l'épisode 4, nous avons parlé de Karen qui nous a brisé le cœur, une adolescente de 14 ans orpheline, vivant avec drépanocytose et diabète de type 1, pesant à peine 25 kilos. Elle tombait dans le coma à chaque rupture de stock d'insuline. Nous la réanimions à l'aveugle sans savoir si sa glycémie était trop haute ou trop basse. Elle revenait à la conscience puis elle replongeait, jusqu'au jour où finalement elle ne s'est plus réveillée. Karen est morte comme elle a vécu, loin des soins, loin de l'espoir et dans l'oubli total. L'épisode 5 nous a confrontés à la malnutrition silencieuse de Bétou. Mireille, âgée de 22 ans, 2 enfants à 11 mois d'écart, le plus jeune dans ses bras, l'aîné debout à côté d'elle avec des bras d'une maigreur saisissante. Le diagnostic malnutrition aiguë sévère avec œdème. Une histoire qui se répète dans plus de 1500 cas chaque année à Bétou. Des enfants qui perdent leur force avant même d'avoir appris à prononcer leurs premiers mots. Dans l'épisode 6, nous avons pleuré Justine, 28 ans, vendeuse au marché, mère d'un petit garçon de 3 ans. Elle avait mal au ventre. Elle connaissait le prix d'une consultation et tout le reste que ça pouvait lui coûter. Et elle a conclu qu'elle aurait peut-être besoin de 5000 francs, ce qu'elle n'avait pas. Alors elle a attendu, elle a espéré, elle a serré les dents. Quand elle est arrivée à l'hôpital, c'était trop tard. Appendicite perforée, choc septique, elle est morte 36 heures plus tard. Justine n'est pas morte de maladie, mais elle est morte de pauvreté. L'épisode 7 nous a offert un moment de grâce et de douleur à la fois. Une femme de 35 ans, 7 grossesses, 6 accouchements déjà. Mais c'était la première fois qu'elle voyait ses bébés avant leur naissance, des jumeaux, sur un écran d'échographie. Elle a pleuré, elle a couru chercher son mari, elle a montré des photos.
aux autres femmes avec une fierté mêlée d'incrédulité. Cette grossesse, une première fois, parce que l'échographie en zone rurale reste encore un privilège géographique. Dans l'épisode 8, nous avons entendu le cri du cœur du docteur Voivou, le cri des médecins qui soignent dans le noir, sans plateau technique, sans laboratoire, sans moyen diagnostic. Elle nous a dit, ailleurs, elle serait vivante. 5 mots qui résument toute l'injustice, toute la détresse morale des soignants ruraux. Cette blessure silencieuse qui les suit, qui ne cicatrise jamais vraiment. Parce que savoir ce qu'il faut faire, sans pouvoir le faire, c'est l'une des douleurs les plus profondes du métier médical. Et enfin, l'épisode 9 nous a raconté l'histoire de David, 3 ans, paludisme grave, anémie sévère, groupe sanguin B négatif, pas de banque de sang, pas de donneur compatible. Il avait besoin d'une transfusion immédiate. Nous avions le diagnostic, nous avions le traitement antipalustre, mais nous n'avions pas de sang. David est mort comme d'autres enfants, à la croisée de 4 défaillances systémiques, la prévention qui n'est jamais arrivée, l'invisibilité totale, le retard fatal et l'absence de moyens vitaux. Voilà 9 épisodes, 9 histoires, 9 vies. Mais si je vous ai raconté ces 9 histoires, ce n'est pas juste pour vous faire pleurer. C'est parce que, ensemble, elles révèlent quelque chose de plus grand, quelque chose de systémique, quelque chose que nous devons nommer clairement. Le premier fil conducteur, c'est l'injustice géographique. Toutes ces histoires partagent un point commun. L'endroit où vous naissez détermine vos chances de vivre. Je le répète encore, l'endroit où vous naissez détermine vos chances de vivre. Si Reine était née à Brazzaville, elle aurait accouché dans un hôpital Kipé. Si Karen était en ville, elle aurait eu accès à un réfrigérateur pour son insuline. Si David était tombé malade à Pointe-Noire, il aurait eu sa transfusion. L'injustice géographique n'est pas une fatalité naturelle, c'est un choix politique. C'est le résultat de décisions budgétaires qui concentrent les ressources dans les villes et abandonnent les campagnes. Le deuxième fil conducteur, ce sont les défaillances en cascade. Aucune de ces morts n'a une seule cause. David n'est pas mort uniquement du paludisme, il est mort parce qu'il n'avait pas de moustiquaire, parce qu'il était invisible au système, parce que sa mère a attendu 3 jours et parce qu'il n'y avait pas de sang. Karen n'est pas morte uniquement de diabète, elle est morte parce qu'elle était orpheline, ça veut dire sans aucun soutien, parce que l'insuline manquait, parce qu'il n'y avait pas de glucomètre pour vérifier sa glycémie, parce qu'il n'y avait pas de laboratoire. Ce sont des défaillances en cascade. Et tant que nous ne réparerons pas toute la chaîne, nous continuerons à perdre des vies. Le troisième fil conducteur, c'est la résilience extraordinaire. Mais ces histoires ne parlent pas seulement d'échecs, elles parlent aussi de résilience. La résilience de Reine, qui a marché pendant des heures en travail. La résilience de Mireille, qui se bat pour nourrir 2 enfants malgré la pauvreté. La résilience de Dr Ursula Voivou, qui continue à soigner malgré la douleur. La résilience de cette femme qui, à 35 ans, a découvert pour la première fois le visage de ses bébés avant leur naissance et qui a transformé ce moment en fierté. Ces personnes ne sont pas des victimes passives, mais elles sont des combattantes et elles méritent un système qui se bat pour elles avec la même intensité. Cette première saison n'aurait pas existé sans les voix courageuses de mes collègues. Je veux prendre un moment pour les remercier. Merci au docteur Nogaël Ongania, gynécologue obstétricienne, qui nous a éclairé sur la mortalité maternelle et l'importance de l'échographie prénatale. Ton expertise et ton engagement pour la sensibilisation sont précieux. Merci au docteur Irène Onzoto Ibata, hématologue, promotrice de la campagne Drépanocytose, parlons-en. Votre travail en zone rurale et en zone urbaine change des vies. Merci au docteur Junior Kikole et au docteur Hector Opongi pour avoir partagé les histoires de Yann et Clarisse. Votre humanité face à la drépanocytose en milieu isolé nous rappelle que derrière chaque diagnostic, il y a un enfant qui mérite de vivre. Merci au docteur Ursula Voivou pour ton courage d'avoir partagé ta douleur, ton impuissance, ton cri de cœur. Ton témoignage a touché de milliers de personnes. Merci au docteur Marie-Gabi Monabeka, endocrinologue diabétologue, pour ton éclairage sur le diabète juvénile et ton engagement pour une prise en charge centrée sur le patient. Merci au docteur Diogène Bingui, mon frère, pour ton expertise en nutrition infantile et ton expérience avec Terre sans frontières.
Ton travail sauve des enfants chaque jour. Merci à Dr Colombe Dorel et Kunzola. Merci pour ton expertise en système d'assurance maladie. Ta vision d'une couverture sanitaire nous guide. Merci au Dr Aline Agba pour avoir partagé cette histoire bouleversante d'une femme qui a vu ses bébés pour la première fois à sa 7e grossesse. Cette histoire restera à jamais gravée dans nos cœurs. Merci au docteur Bachir Abdel Salam, médecin tropical et chirurgien général, pour ton analyse rigoureuse sur le paludisme et ton engagement à Pokola. À vous tous, à tous les médecins, toutes les sages-femmes, infirmiers, agents de santé communautaire qui soignent dans l'ombre, dans les zones rurales, je vous dis merci. Votre voix est essentielle et je continuerai à la porter. C'est pourquoi ce podcast est appelé Voix du terrain, pour porter vos voix. Si cette première saison nous a montré une chose, c'est que les solutions existent. Elles ont été testées, elles fonctionnent et elles sont réplicables au Congo. Nous avons vu que le Rwanda a atteint 91% de couverture en assurance maladie avec ses mutuelles communautaires. Nous avons vu que le Kenya a révolutionné l'accès aux soins avec M-TIBA et ses 4,7 millions d'utilisateurs. Nous avons vu que le Togo et le Bénin ont atteint plus de 80% de couverture en moustiquaires imprégnés grâce à des équipes communautaires. Nous avons appris que des échographes portables comme le Butterfly IQ Plus coûtent seulement $2000 et peuvent transformer le suivi prénatal. Nous avons découvert des applications comme Sam's Photo qui détectent la malnutrition avec 90% de précision à partir d'une simple photo. Nous avons compris que des dispositifs point of care comme le HemoQ ou le iStat donnent aux médecins ruraux une capacité diagnostique qui sauve des vies. Toutes ces solutions sont accessibles, elles ne demandent pas la lune, elles demandent une volonté politique, elles demandent un budget, elles demandent qu'on arrête de considérer la santé rurale comme un sujet secondaire qu'on traitera plus tard. Parce que plus tard, pour David, pour Karen, pour Reine, pour Justine, c'était trop tard. En terminant cette première saison, je veux vous dire quelque chose d'important. Ces histoires ne sont pas des anecdotes lointaines. Elles ne sont pas des cas isolés, mais elles se répètent chaque jour dans des dizaines de villages, dans des centaines de centres de santé et pour des milliers de familles. Et nous avons tous une responsabilité. Si vous êtes un décideur, vous avez le pouvoir d'allouer des budgets, de réviser des politiques, de créer des programmes. Vous avez le pouvoir de transformer ces histoires tragiques en leçons qui sauvent des vies. Ne laissez pas ce pouvoir dormir dans les tiroirs bureaucratiques. Si vous êtes professionnel de santé, vous avez le pouvoir de témoigner, de documenter, porter la voix de vos patients. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté et ensemble, nous sommes plus forts. Si vous êtes chercheur, vous avez le pouvoir de reproduire des preuves, d'évaluer des interventions, de guider les politiques avec des données rigoureuses. Votre science peut changer des systèmes. Si vous êtes partenaire technique ou financier, vous avez le pouvoir d'investir dans les solutions éprouvées, de soutenir les innovations adaptées au contexte local, de construire avec les communautés plutôt que pour elles. Si vous êtes simplement une personne qui a écouté ces histoires, vous avez le pouvoir de partager, de parler, d'interpeller et de ne pas laisser l'indifférence gagner. Parce que le silence, c'est la complicité. Cette première saison se termine ici, mais notre voyage ne fait que commencer. L'année prochaine, en 2026, nous reviendrons avec une deuxième saison, un format différent et avec des surprises. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais je peux vous dire ceci, nous irons plus loin, nous explorerons d'autres dimensions de la santé rurale, nous donnerons la parole à d'autres voix et nous construirons des ponts entre le terrain et la recherche, entre les témoignages et les solutions, entre la douleur et l'espoir. La saison 2 sera différente, plus immersive, plus collaborative, plus audacieuse. S'il vous plaît, restez connectés, restez avec nous parce que les histoires que nous portons méritent d'être entendues et parce que le changement que nous exigeons doit devenir une réalité. Voilà, 10 épisodes, 9 histoires et une première saison. Nous avons vu des vies perdues, nous avons vu des systèmes fracturés, nous avons vu des soignants épuisés, mais nous avons aussi vu la résilience, la dignité et l'espoir. Et maintenant, nous portons tout cela
nous portons ces voix, portons ces mémoires, nous portons cette responsabilité de ne pas laisser ces histoires s'arrêter ici. Parce que la santé rurale n'est pas un sujet secondaire, je ne le dirai jamais assez. C'est une question de justice, de dignité et d'équité. C'est le reflet de nos valeurs en tant que société. Alors, je vous le demande, que ferez-vous de ce que vous avez entendu? Allez-vous partager ces histoires? Allez-vous interpeller les décideurs? Allez-vous rejoindre le mouvement pour un système de santé plus juste? Ou allez-vous laisser l'oubli reprendre ses droits? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'indifférence, vous changez quelque chose. Peut-être pas tout, peut-être pas tout de suite, mais vous changez quelque chose. C'est par ces petits changements accumulés et répétés, portés par de milliers de personnes, que les systèmes de santé se transforment. Merci à vous d'avoir été là. Tous mes followers, merci. Nous avons commencé avec un abonné. Aujourd'hui, nous sommes à 3500 abonnés. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui suivent les épisodes semaine après semaine. Merci d'avoir été là pour cette première saison des Voix du terrain. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Merci d'avoir commenté. Et merci peut-être d'avoir décidé d'agir. Nous nous retrouverons l'année prochaine par la grâce de Dieu avec de nouvelles histoires, de nouvelles voix, de nouveaux défis et toujours cette conviction inébranlable que la santé rurale mérite mieux. D'ici là, continuez à partager ces histoires, continuez à exiger le changement, continuez à croire que l'équité en santé n'est pas une utopie, mais un droit fondamental. La santé rurale n'est pas un sujet secondaire, je le redis encore, c'est une question de justice, de dignité et d'équité. À très bientôt pour la saison 2. Je suis le docteur Grace Mabiala, médecin, scientifique social et la voix des sans-voix, debout avec vous pour les populations rurales du Congo. Et cette voix, nous ne la laisserons jamais se taire. See you in 2026. Bye bye.